L'Afrique, bonjour les Africains, camarades et amis du Burkina Faso, vous êtes bien à l'émission Regard sur l'avenir sur la chaîne C360. Sur le plateau, vous avez Gervais Nadambega, consultant et expert en géostratégie, Alouna Traoré, militant et témoin vivant de la révolution d'août 83 et enfin Rwandais Komtobré, diplômé en économie et membre du cadre 2 heures pour nous, 2 heures pour Kamita. Camarades, bienvenue à l'émission et merci pour ce temps consacré à la C360. Premier sujet, quelles peuvent être les conséquences du coup d'État en Guinée-Bissau, conséquences pour la sous-région et conséquences pour l'Afrique. Deuxième sujet, comment comprendre la nationalisation des sociétés au Burkina Faso, un sujet qui va sans doute intéresser monsieur camarade Komtobré. Donc, le premier sujet, donc, coup d'État en Guinée et Bissau, camarade Nadambega, Oumarou Sissoko Ambalo a été renversé hier mercredi, donc a été renversé le mercredi par un coup d'État. Quelle est votre lecture par rapport donc à ce énième coup d'État sur le continent africain? D'abord, la confusion totale dans dans sa survenue. En fait, au départ, quelqu'un qui annonce qu'il a été arrêté et qu'il a fait l'objet effectivement d'un coup d'État, il y a des questions à se poser. Alors, ça a mené effectivement toutes les interprétations. Donc, au départ, on a cru que c'était juste un complot, ce n'était pas un coup d'État effectif, il faisait un complot juste pour trouver le temps de trouver une stratégie de se ramener au pouvoir, constatant effectivement qu'il était en perte de vitesse dans ces élections qui étaient en train de se clore, puisque c'était aujourd'hui même que les résultats étaient prévus, programmés. Mais par la suite, on a compris qu'en fait, il s'agissait effectivement d'une certaine forme de félonie, de filouterie politique, parce que arrêté par les forces militaires, il aurait emporté avec lui dans ses parties intimes un petit cellulaire, et c'est de ce cellulaire qu'il a appelé pour annoncer qu'il a été arrêté, espérant, dans le grand désespoir, qu'il fût sauvé par ses amis. Malheureusement, il a été effectivement arrêté, le coup d'État est effectif et bien nombre effectivement de son entourage, aussi bien des militaires que des civils, ont été arrêtés. Donc, le coup d'État est consommé. Maintenant que ce coup d'État est consommé, vous me posez la question de savoir quelles peuvent être effectivement les conséquences en Guinée-Bissau et en Afrique. D'abord en Guinée-Bissau. En Guinée-Bissau, il faut se dire que tout coup d'État ouvre la porte à deux types de perspectives opposées. Le premier type de perspective, c'est quoi? C'est que un groupe de militaires, le groupe de militaires qui a opéré le coup d'État, ne fasse effectivement simplement que du « hors-toi que je m'y mette ». Et dans ces conditions, ça ne va faire effectivement que faire accuser au pays un très grand retard. Un très grand retard parce qu'il va avoir d'abord le temps d'observation. Les bailleurs du pays, ce qu'on appelle traditionnellement les partenaires financiers, ils vont se retirer dans un premier temps ou suspendre leur aide pour regarder, leur fameuse aide pour regarder ce qui se passe. Dans un pays comme la Guinée-Bissau, où la drogue était une activité, même si elle n'est pas légale, elle avait grand cours, ça va donner de la force à tous les trafics mafieux. Et ensuite, ça va décourager les populations parce que vous savez que ça va être la énième tentative de coup d'État qui a finalement réussi. Absolument. Donc, il y a cette perspective très négative qui peut effectivement avoir une tache d'huile également pour les militaires qui ont cette tendance. Mais il y a une autre perspective qui peut être très positive. La perspective qui peut être très positive, c'est quoi? Vous savez que cette élection était déjà partie pour causer des problèmes post-électoraux. Parce que quand un grand parti historique comme le PRJC est écarté de rechef, tout simplement parce que on a peur, on se dit que c'est le principal concurrent, il y a un problème. C'était le schéma ivoirien. OK. Donc, les gens qui ont pris le pouvoir, à l'exemple de ce qui s'est passé au Niger, ce qui s'est passé au Mali
et ce qui se passe aujourd'hui au Burkina Faso peuvent être tentés d'essayer d'aller vers une certaine souveraineté, d'aller vers une refondation politique, une refondation économique basée sur la souveraineté, la conquête de la souveraineté. Et là, ça peut être quelque chose, effectivement, de très positif, parce que ça va montrer que ce qui se passe au Sahel est en train de faire, effectivement, une tache d'huile. Et c'est l'espoir, effectivement, que nous devons tous nourrir. Nous devons cependant être assez objectifs pour faire percevoir qu'il peut y avoir, effectivement, de grandes difficultés. Les grandes difficultés, au départ, c'est lesquelles? Vous voyez qu'il y avait une mission de la CEDEAO qui était sur place et qui avait déjà annoncé que l'élection se passe très bien, c'est bien passé, c'est de façon ordonnée et pacifique, et que le 27, on allait avoir effectivement les résultats. Ce qui est en contradiction flagrante avec le constat qui a apporté effectivement les militaires à arrêter effectivement ce processus, vu que Ambalo était en train de préparer effectivement un trafic des résultats pour s'autoproclamer vainqueur. Comment ceci peut être possible et que dans ce même temps et dans ce même espace, la mission de la CEDEAO, qui est censée être critique, avalise effectivement ce qui s'est passé. Donc, il faut craindre que la CEDEAO arrive une fois de plus avec ses approches arrière-gardistes et n'envenime les contradictions qu'il y a. Parce que si elle arrive par exemple à dire, bon, il y a eu un coup d'État, mais si les élections sont mauvaises, ont été mauvaises, au moins il y avait des résultats, il faut effectivement proclamer les résultats, etc. Ça peut venir, ça va encore créer de la violence dans le pays qui vont encore retarder notre pays, et ce pays de l'Afrique de l'Ouest. Donc, il y a deux perspectives. En attendant effectivement de voir clairement quelle est l'orientation du groupe de militaires qui a pris le pouvoir, ce serait effectivement risqué que d'applaudir totalement. Sans oublier quelque part que la France et l'Occident en général a l'habitude maintenant d'anticiper pour éviter ce qui est arrivé au Sahel. Donc quand ils sentent effectivement qu'il y a une élection et qu'il y a des remous, ils peuvent anticiper, soutenir effectivement un mouvement militaire qu'ils contrôlent. Donc, tout ça fait que, je vais dire, let's wait and see. Attendons de voir les jours à venir, quelles vont être les premières décisions avant de conclure fermement sur l'appréciation de la situation en Guinée-Bissau. Tout à fait. Camarade Traoré, beaucoup de gens parlent que ce coup d'État est un peu atypique dans un pays dominé par, en tout cas, une forte odeur de narcotrafiquants. Voilà, le terrain sur lequel se déroule ce coup d'État-là, comme tu dis, vous le dites si bien, les narcotrafiquants signent le règne de l'argent facile. Donc, les gens n'ont plus le sens des réalités. Mais malgré ça, il faut savoir raison garder. Comme le co-panéliste venait de le dire tout de suite, nous avons deux types de coups d'État en Afrique. Le premier coup de type, c'est celui qui est en faveur des peuples, la quête de souveraineté, et de rompre les liens avec les puissances impérialistes. La seconde, c'est celle qui fait le travail de l'impérialisme et donne de beaux jours à l'exploitation et à la domination. Comme il le dit, en la matière, il faut savoir raison garder. C'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Tout à fait. Bientôt, ces nouvelles autorités vont prendre des mesures et vont signer des obstacles. Mais d'ores et déjà, on pensait à un coup d'État téléphoné parce que quelqu'un ne peut pas être aux arrêts et faire appel à Jeune Afrique annonçant lui-même qu'il a été arrêté. Donc, en fait, c'était des boulets de sauvetage. Il crie, comme le président gabonais le disait, « make noise », faites du bruit. Mais ça n'a pas marché, c'est un coup d'État authentique. Il a été lui-même surpris en flagrant délit de fabrication de résultats, puisque la cause était déjà entendue que le candidat de l'opposition venait en première position. Il fallait arrêter cette proclamation honnête de résultats.
Donc, comme toujours, sous nos tropiques, la démocratie s'accommode avec les trafics et les mensonges et les manipulations de tout genre. Encore une fois, les nouvelles autorités de Guinée-Bissau, nous attendons de voir quelles sont les grandes mesures. Mais ce qui inquiète en la matière, c'est le silence assourdissant de la même CEDEAO, qui depuis la prise du pouvoir n'a pas signé mot. Et les puissances occidentales également sont restées, au lieu de condamner, pour une fois, ils sont restés en retrait. Qu'est-ce qu'il faut? Quelle est l'interprétation qu'il faut avoir de ce silence-là? Il faut digérer en fait, l'effet des surprises. Voilà, l'effet de surprise. Donc, nous pensons bien que les nouvelles autorités, comme à l'exemple du Niger, au début, on ne pouvait pas penser que la garde rapprochée du chef de l'État puisse prendre les rênes du pouvoir et ne pas faire la même chose. Donc, encore une fois, ici, il faut leur donner le bénéfice du doute. Attendons de voir ce qu'ils vont faire. Mais nous, comme nous aussi, nous sommes dans un camp souverainiste, on ne peut que prêcher pour notre chapelle. Absolument. Voilà. Nous souhaitons que pour une fois, la cause souverainiste s'engage en Guinée, donner la bonne direction pour l'émancipation de toute l'Afrique. Parce que la cause que nous défendons, c'est la cause des peuples et l'émancipation des masses populaires qui ont longtemps souffert sous la domination colonialiste, impérialiste et néocolonialiste. Voilà. Ceci étant, il faut donner la chance aux nouvelles autorités de pouvoir nous dire de quoi ils sont capables. C'est à l'aune des mesures qu'ils prendront, à l'aune des attaches qu'ils prendront, que nous pourrons mieux apprécier. Sinon, nouvellement établi, on essaie, ils ont fait dans le rituel traditionnel, suspendant certaines choses, mais la mise aux arrêts de certaines autorités de l'ancien régime augure d'une bonne direction. On attend de voir, comme le camarade a dit, c'est du wait and see. Mais d'ores et déjà, le terrain sur lequel ça se déroule, c'est un terrain d'argent facile. Qu'est-ce qui prouve que, à ce niveau de compétition, pour avoir des gens de la trempe du général Tiani, on ne sait pas, le sort va nous indiquer et les jours à venir vont nous indiquer quelle est l'orientation politique des nouvelles autorités de Guinée-Bissau. Absolument. S'ils militent pour le capital financier international, on le saura. S'ils militent pour la souveraineté nationale et la victoire des peuples d'Afrique, on le saura. Toujours est-il qu'on attend de voir la nouvelle orientation des nouvelles autorités. Il ne suffit pas de mettre fin au processus électoral qui était déjà mal engrangé pour le président sortant. Il était donc en fabrication de résultats. Il a été surpris. Donc, c'est un véritable coup d'État, un séisme. Il ne s'attendait pas. On a dit que c'est le bon petit du président, mais malgré ça, du chaos peut sortir quelque chose d'utile. Toujours est-il que c'est la question de l'Afrique qui se pose. Tout à fait. Comment les États africains, les peuples africains s'émancipent des dominations impérialistes et colonialistes. Telle est la grande question à laquelle les nouvelles autorités doivent se déterminer. Sont-ils pour les causes libération de l'Afrique ou bien sont-ils pour la continuité de la domination? Mais le terrain est très glissant pour les nouvelles autorités parce qu'il y a une ambiance de drogue et de narcotrafiquants. C'est un État qui est abonné à la facilité. Les gains et les réalisations sont en dehors de ce qu'ils produisent eux-mêmes. Donc, encore une fois, nous attendons de voir et souhaitons aux nouvelles autorités la lucidité nécessaire de s'engager sur la voie de la souveraineté et la quête de l'indépendance vraie. Souhaitons simplement que ça ne soit pas la guerre des clans. Camarade Tom comme Tobré, que devons-nous retenir donc de ce coup d'État en Guinée-Bissau? Oui, à l'aune de ce que les aînés ont produit ici, que nous saluons véritablement de passage qui est très enrichissant, c'est à nous actuellement de retenir que la Guinée-Bissau, ce coup d'État, il y a deux lectures qui est là. Il y a d'abord la validation que tous les Africains, surtout ceux qui sont de l'AES, observent de façon factuelle. L'échec de la démocratie.
Ça, c'est un premier aspect. Et la thèse selon laquelle on voulait ridiculiser le bloc militaire, c'est-à-dire ceux qui étaient dans la démocratie, pensaient que les militaires, c'est un groupe de personnages qui sont là, qui ne réfléchissaient pas, qui ont un coefficient intellectuel à terre. Tout ce qu'ils savent, c'est sécuriser le pays, point. Donc, vous voyez qu'au niveau de la démocratie, comme ça ne marche pas, c'est ce groupe qui revient. Pour dire quoi? Pour dire que c'est le cheminement ancien qui se métamorphose, sauf qu'il y a une variable qui est intervenue dans ce siècle-là, c'est-à-dire avec l'avènement du terrorisme. Si vous voyez, dans l'époque où la France faisait le plus le beau temps, c'est la France qui décide, qui dirige. Il te choisit même et te positionne. Et en temps, il a laissé cette variable et il fait la jonction entre les militaires et les civils. C'est-à-dire, un groupe de politiciens arrive, voilà, et ils font l'avènement de la France. Et en temps, s'ils voient que les choses ne marchent plus comme on secoue de l'autre côté, ils font un coup d'État et on repositionne et ça marche. Donc, on arrive à cette troisième variable où le terrorisme devient un outil de vérification de la sincérité des gens, surtout pour ceux qui font le coup d'État. Si actuellement, le terrain étant glissant comme le papa vient de le dire, vous savez même que les narcotrafiquants n'aiment pas là où il y a l'ordre. Ils aiment un pays de passoire, où ils font tout et n'importe quoi en même temps, pourvu que leurs intérêts soient maîtrisés. Donc, quand vous faites le coup d'État et vous voulez maintenir l'ordre, vous serez secoué par ces gars. Donc, ne soyez pas surpris de voir un lien entre ces gars-là et puis les groupes terroristes pour mettre maintenant la Guinée-Bissau à feu. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Soit les nouvelles autorités qui ont fait le coup d'État hier et le mercredi orientent le pays dans une vraie campagne de souveraineté. Ou à défaut, ça sera encore toujours le même passoire. Oui. Parce que vous allez enlever, comment on appelle ça, Embalo, mais vous ne faites pas mieux qu'Embalo. Parce que vous ne touchez pas toujours les vrais sujets. Donc, tout ce que nous souhaitons, c'est pour qu'au moins, ils se rendent compte que l'enjeu actuel que l'AES est en train de mener, ce n'est pas un enjeu haïtien seulement. C'est un enjeu qui va toucher tous les pays qui font semblant, comme s'ils ne voient pas le feu. Et je pense qu'étant militaires, ils sont bien positionnés avec le renseignement pour savoir que si nous avons décidé de faire le coup d'État, c'est non seulement de corriger les errements de Embalo, mais aussi de préserver la Guinée-Bissau d'un éventuel chaos qui peut revenir, qui peut survenir du moins. Tout à fait. Donc, à partir de ce moment, les premières lignes qui vont tracer, nous les saurons. Si c'est pour préparer la Guinée et sauver la Guinée d'un éventuel chaos, nous allons le savoir. Parce qu'en fonction des positionnements qu'ils vont prendre, en fonction de la multiplication et de la divulgation des partenaires, nous allons savoir. En fonction des options, nous allons savoir. Et tant qu'ils ne vont pas le faire, en pensant qu'ils vont blanchir ou bien miroiter les peuples africains, il faut qu'ils sachent que nous, on a des lunettes hypersoniques actuellement, bien solidifiées, qui nous permettent de lire même leurs intentions avant même qu'ils ne prononcent. Donc, les peuples africains sont arrivés à cette étape. Donc, on ne peut plus nous duper. Hier, vous voyez, nous, on avait un scénario ici où il y a quelqu'un qui avait pris le coup d'État en janvier. Il a commencé à nous miroiter en faisant la patrie ou la mort, nous vaincrons. Après, il a dit, pour la patrie, nous vaincrons. Vous connaissez la suite, non? Ça veut dire que ça n'est pas en phase. Eux aussi, c'est la même chose. Celui qui est au Gabon, il a fini de faire les parachutistes, il a dansé. Vous voyez la réalité. Il ne peut pas parler correctement devant le maître, quel qu'en soit son titre. C'est pour cela que nous disons, au niveau même de l'armée africaine, je parle même des armées africaines, il faut que nos officiers sachent que maintenant, là, les peuples africains, ce n'est plus la multiplication des grades et des titres qui est notre problème. Si vous voulez, il faut être gradé, il faut avoir 1000 grades. Non. Quel est l'effet de tes grades par rapport à la souveraineté de ton pays? C'est ça l'équation actuelle. De la même manière, on parle au niveau des intellectuels, c'est de cette même manière on va parler dans toutes les différentes couches de notre société. Pour qu'on ne joue plus avec l'avenir du peuple africain. Ça ne sert à rien de faire des coups d'État alors que vous ne pouvez pas parler correctement en tant que vrai officier devant comment on appelle ça, les colons français. C'est un enjeu capital parce que quand vous regardez l'offensive que l'AES a, la pression que l'AES a, et que vous voyez nos voisins qui sont autour, qui sont en train de jouer avec le fait. Non, normalement, on se met ensemble. C'est le même combat.
Et les gars, ils viennent en meute. La France ne vient pas seule, c'est avec toute l'Union européenne. Ils sont au nombre de 27, plus les Américains. Et nous, on est là. Chacun pense qu'il va dire que je suis général. Il fait un coup d'état, il fait un faux discours et puis il est assis. Et il est là, il tourne, il fait les voyages et il revient s'asseoir. Il pense que non, c'est comme ça on gère l'Afrique. C'est fini. Tant que vous n'allez pas orienter les décisions que vous prenez pour faire le coup d'état, il faut que ce soit des coups d'état révolutionnaires, capables d'organiser la société et de former les Guinéens à défendre leur souveraineté. C'est ça l'argument actuel. Un coup d'état qui ne suit pas cette ligne sera combattu même par nous les Africains. D'abord. Donc on s'en fout que tu sois gradé à un niveau extrême. Donc les titres et les grades doivent rimer avec l'objectif principal, la souveraineté de nos pays. Vous voyez, le capitaine Ibrahim Traoré était sorti à un moment donné, il a dit que l'impérialisme rentre dans nos armées, choisissent des officiers, partent les former et les ramener. Et ces officiers ne sont plus des officiers africains, mais c'est des officiers en Afrique, mais pour l'Occident. Et si vous remarquez, ce sont ces officiers, à chaque fois, ils propulsent. Dès qu'on sent qu'il y a un dysfonctionnement au niveau de la gestion du pays, un beau matin, vous voyez des gars qui apparaissent et disent que c'est eux les nouvelles hommes forts. Mais c'est vrai, tu es homme fort, mais face aux grandes décisions, tu dis quoi? Il devient faible. C'est ce type d'officier qu'on ne veut plus. Et l'Afrique en a marre, on a tellement souffert de ça. Aujourd'hui, vous voyez que la CEDEAO ne peut pas parler. Pourquoi? Le géant est malade. Tinubu a un problème. Lui aussi, il a l'insécurité chez lui. Il n'arrive pas à sécuriser. Il n'est pas stable. Il n'est pas stable. Bon, quand vous regardez la série, qui peut parler? Bon, Sonko marche à gauche, Diomaye marche à droite. Ouattara n'a pas encore prêté serment. Il est à Paris et il voyage, il revient. C'est compliqué. Bon, Ambalo, lui, il a été emballé. Bon, vous voyez, par fini, l'organisation n'existe plus. N'entendez rien de ces gars-là. Tout ce qui nous regarde, c'est le comportement de l'adversaire. Vous voyez qu'ils ont compris, c'est-à-dire qu'ils ont utilisé une attitude où ils ne sortent plus vite. C'est-à-dire, à l'époque, ils sortent, ils condamnent les coups d'État. Mais maintenant, ils font du recul, ils ne condamnent plus vite. Ils attendent. Nous aussi, on est là, on observe. Voilà, c'est-à-dire, les peuples africains observent et les gars aussi, ils observent. Celui qui va sortir, et maintenant, les militaires sont au milieu, on vous observe. En fonction de vos positions, on sait. Ça ne sert à rien de nous miroiter. Donc, actuellement, nous pensons que nous, on les observe. Tout ce que nous leur souhaitons, c'est de prendre la directive de la souveraineté. C'est le peuple qui vont vous donner comment on appelle ça? L'héroïsme. Vous ne pouvez pas avoir de l'héroïsme avec l'adversaire. Vous ne pouvez qu'avoir de l'héroïsme avec le peuple auquel vous vous battez pour eux. Et nous souhaitons vraiment bonne chance à ces gars et nous leur demandons, prenez la direction de la souveraineté de l'Afrique parce que si vous trahissez l'Afrique, vous êtes mal barrés. Tous ceux qui ont trahi l'Afrique, regardez, eux tous, vous les prenez depuis le début jusqu'à aujourd'hui. C'est la honte vers la fin. Donc, vraiment, on leur souhaite de tout faire pour que la Guinée-Bissau déclare enfin la révolution progressiste populaire et son adhésion totale dans les États de l'AES. Absolument. En tout cas, on va suivre les premiers discours du président, en tout cas du nouveau président, si on peut le dire donc ainsi, de la Guinée-Bissau. Camarade Nadambega, le modèle démocratique basé sur les élections a du plomb dans l'aile sur le continent africain. Oui, ben, en fait, si on veut un schéma global, il faut repartir en 58. Il s'est dit qu'en 58, on nous a, sous la pression, octroyé des indépendances fictives. Ça ne marche pas. Et les peuples se sont organisés pour revenir à la conquête d'une véritable démocratie, d'une véritable indépendance qui passe nécessairement par la souveraineté. Et ça, vous ne pouvez l'obtenir que par le combat. Ce n'est plus un don. Et c'est pourquoi c'est les franges militaires de nos pays qui prennent le devant parce que c'est violent, parce que la pression passe par là. C'est pourquoi on se dit, et vous l'avez introduit comme ça au départ, c'est une vague, un autre coup d'État qui arrive en Afrique, qu'est-ce qu'on devient? Mais c'est en fait les
manifestation de la réalité de la lutte pour l'indépendance réelle et souveraineté. Maintenant, pour ce qui est de la démocratie, ce n'était que des démocratures. Pourquoi je dis que ce n'était que des démocratures? Un, vous allez vers un peuple, vous lui dites que vous donnez la parole pour qu'il choisisse, mais il ne sait pas entre quels termes il doit choisir. Puisque, un, vos programmes sont écrits dans une langue qu'il ne comprend pas. En fait, il finit par voter effectivement le sel, il finit par voter le sucre, il finit par voter le sandwich pour les jeunes qu'on leur donne. Donc, effectivement, par l'achat de conscience. Tout à fait. Et la manifestation claire est qu'après les élections, les vainqueurs tournent le dos au peuple et se mettent à jouir des prébendes et des privilèges du pouvoir. Donc, ce n'était pas la démocratie. Et ce n'est pas la démocratie. Ce n'est pas que la démocratie est mauvaise, c'est ce que je dis toujours. C'est parce que nous ne l'avons jamais appliquée. Donc, aujourd'hui, le mot démocratie galvaude la démocratie. On fait la démocrature en lieu et place. Et c'est maintenant que les pays sont en train d'aller à la conquête, effectivement, de la démocratie. Avec un discours clair au peuple. Mais une démocratie aujourd'hui qui n'est pas une démocratie électoraliste, mais une démocratie populaire. Et partout où vous verrez le peuple accompagner le pouvoir, appelez ça la démocratie. C'est la démocratie du peuple. Maintenant, il y a juste à le structurer. Et à le structurer pour introduire, prendre en compte nos valeurs progressistes, nos valeurs endogènes. Et c'est là que la démocratie va être une réalité et va s'imposer à tous. En attendant, les militaires, c'est une frange effectivement de la population. Les civils, c'est comme Thomas Sankara l'avait dit, c'est effectivement des militaires en civil. Et donc, il faut que nous sortons de cette dichotomie. Et c'est parce que c'est cette dichotomie que l'Occident utilise pour appeler effectivement ceux qui sont clairvoyants, visionnaires, parmi effectivement les militaires de la junte. Et lorsqu'effectivement c'est des militaires qui protègent leurs intérêts, ben ils sont adoubés. Donc ne nous laissons plus enfumer. Hein? C'est, pour utiliser l'expression du grand Gbagbo, c'est l'esbouffe de la part effectivement de l'Occident sur les Africains. Camarade Traoré, le problème est là. Nous avons, en tout cas, l'Afrique a adopté le modèle occidental basé sur sa culture, basé sur ses croyances. Et nous avons donc, on a tenu pendant quelques années où certains pays africains ont laissé croire que, bon, on était des pays démocrates. Aujourd'hui, l'Afrique se questionne. L'Afrique a du mal à comprendre sa propre démocratie, à comprendre la marche démocratique, bien sûr, version occidentale. Est-ce que ça ne va pas nous ramener un peu à être conséquents par rapport à notre culture? La grande question de la démocratie en Afrique, c'est une culture allogène qui ne respecte pas les peuples. Aujourd'hui, avec le temps, la démocratie à l'occidental a montré ses preuves en Afrique d'inconséquence. La salade n'a pas pris en Afrique, mais pas que la salade n'a pas pris, parce qu'il manque d'honnêteté dans nos systèmes démocratiques. C'est des préfabriqués, c'est des laboratoires qui font sortir des résultats. Toute la machine électorale est truffée de manipulation au service du président rayant. L'exemple du Gabon en atteste. Partout où les inconséquences de la démocratie ont produit ce que nous savons. En guise de remplacement, on envoie donc quelqu'un, un corps habillé, pour faire la même chose que celui qui était là. Suivez mon regard, la situation au Ghana et au Gabon est assez explicite. Maintenant, pour revenir à l'échec de la démocratie en Afrique, bon, on n'a pas besoin d'aller chercher loin. Vous avez vu en AES, ceux qui sont arrivés au pouvoir, les souverainistes, sont plus populaires que ceux qui ont été votés dans les urnes. Tout à fait. Donc c'est l'exemple contraire. Ce qui se passe en AES
est digne d'intérêt pour les autres peuples qui regardent et qui font la fausse note. Je vous ai dit que Ambalo était en préparation de résultats. Tout à fait. C'est-à-dire, on ne fait plus confiance à la vérité des urnes, mais on fait confiance à la vérité du manipulateur et de celui qui ment outrageusement, avec la complicité des puissances dominatrices. Donc, dire que la démocratie est en péril en Afrique, c'est la démocratie électoraliste prônée par l'Occident qui fabrique des suppôts locaux de l'impérialisme. Oui. Donc, vous avez vu tout dernièrement les élections en Côte d'Ivoire, où sur le terrain de jeu, on fait sortir toutes les stars. Ceux qui peuvent faire ombrage au président ont été disqualifiés pour laisser un boulevard au président sortant, et les résultats n'ont pas démenti. Oui. Le taux de participation, personne ne s'interroge. Et comme pour bien faire l'affaire, les puissances dominatrices néocoloniales ont adoubé, ont accepté le fait accompli. Tout comme hier, ce sont ces puissances colonialistes-là qui nous ont dit que la voix des urnes ne comptait plus. Eux, ils avaient leurs résultats. Très rapidement, pour une fois, on a surpris l'impérialisme en opération électorale. Ils ont brûlé eux-mêmes les urnes. Donc le résultat, c'est qui? C'est eux qui donnent les résultats. Ils ont déclaré le candidat Alassane Ouattara président et on était obligé de suivre avec la propagande de la presse. Donc la démocratie électoraliste est en péril en Afrique et la salade n'a pas pris. Les peuples se reconnaissent en ceux qui défendent leurs intérêts et leurs aspirations. Donc pour dire ce qui s'est passé en Guinée-Bissau sont les résultats des mauvaises applications de la démocratie. C'est parce que ça ne va pas en démocratie que les militaires sont obligés d'intervenir pour établir la vérité. Le candidat de l'opposition était bien parti pour gagner ces élections. Mais comme les urnes ne parlent plus le langage de la vérité, parlent le langage de la manipulation, d'où on aboutit à un coup d'État. Espérons que ce coup d'État-là soit salvateur en ce qu'il défendra les aspirations du peuple bissau-guinéen et pour le bonheur de toute l'Afrique qui s'émancipe, qui s'éveille à la dignité, à l'indépendance et à la souveraineté vraie. Tout à fait. C'est-à-dire des hommes capables de prendre en main les revendications des masses populaires. Absolument. Et les faire aboutir. Donc des devoirs, des gens véridiques, des patriotes et des révolutionnaires sont à souhaiter dans nos États. Sinon, la démocratie électoraliste en Afrique est en péril. Absolument. Voilà. Camarade Comtobré, il faut changer la gouvernance sur le continent. Tout à fait. Et c'est urgent. C'est-à-dire, non, la société africaine, on ne dirige pas l'Afrique, les royaumes ou les empires, c'est la base du mensonge. Non, ce n'est pas l'Afrique ça. Vous ne pouvez pas aller, nous-mêmes en mathématiques, ça ne marche pas. Vous ne pouvez pas aller ramasser les coordonnées d'un repère orthonormé, des normes différentes, aller appliquer à un autre coordonnée dont les normes sont carrément différentes. Et vous voulez la même figure. Ça ne passe pas. Et c'est ce qu'on est en train de faire ici. Mais c'est incroyable. Comment vous voulez aller ramasser les normes d'une autre société avec leur paradigme de vie et venir appliquer une norme à une autre société avec un paradigme bien déterminé. Nous, on est une société africaine avec un paradigme basé sur la communauté. Les gars, ils sont individualistes. Mesquins, jaloux, tricheurs, voleurs, bandits, pilleurs. Vous voulez aller ramasser l'organisation de cette société pour venir appliquer dans une société qui marche avec les principes de la solidarité, du vivre ensemble, de l'amour du prochain. Le matin, tu dois saluer tout le monde, du papa jusqu'aux arrière-petits-enfants, pour prendre la température de chacun. Et vous voulez coller ça et puis avoir une société où le bien vivre doit être la norme pour tous. Non, vous ne pouvez pas faire ça. Le greffage ne marche pas. C'est pourquoi vous voyez ça. Mais comment, si toi-même tu triches pour diriger, tu vas faire quoi? C'est l'échec programmé. Tout à fait. Et tout ça, c'est fait à dessein. Pourquoi l'Occident salue lorsque celui qui a pris le pouvoir, ils sont heureux? L'Occident a pour principe clair. Si toi tu prends le pouvoir et que nos intérêts sont garantis, tu es le vainqueur. Même si tu veux massacrer une moitié même de la population, ils valident ton élection. Mais par ricochet, si tu viens pour défendre les intérêts de ton peuple,
C'est toi qui es devenu la bête noire et tous les adjectifs qualificatifs sont réunis pour te chicoter et faire de toi comme l'homme le plus, c'est-à-dire l'être misérable sur la terre. Regardez la plupart de nos grands hommes qui ont combattu pour la libération de l'Afrique. Regardez les adjectifs et les superlatifs derrière eux. On les tire matin, midi, soir. On veut même leur dire que ce sont des cannibales. Mais comment vous voulez dire que quelqu'un qui dirige un pays est cannibale parce qu'il tue quelques gens et vous-même vous êtes les promoteurs, c'est-à-dire de l'éradication même de l'espèce humaine sur la terre. Qui valide ce que le Covid a fait pour l'humanité? Qui paye la facture? Mais c'est des gars qui disent que Dieu les a parlé. Hein. Mais c'est tout ça. Nous, on ne peut pas marcher sur ce même rythme. Donc, il faut casser ça et repositionner l'Afrique, sa politique, son organisation sociale, sa culture, sa vision du monde sur les principes basiques établis par nos grands-parents. Les lois étaient mises en place. Premier aspect, nos parents, quand ils avaient fini d'observer la nature, ils ont établi ce qu'on appelle la MAD. 42 lois fondamentales pour régir la vie des uns et des autres et des communautés. Après le bouleversement, le groupe africain qui est revenu en deuxième lieu, c'était la génération des Soundiata Keïta. Ils ont posé ce qu'on appelle la charte du Koukan-Fougan. La charte du Koukan-Fougan a un ancêtre, c'est la MAD. 44 lois. Quand vous lisez ça, vous voyez comment l'organisation sociale a été bien établie. Comment le respect doit se faire, de l'aîné au père, de père, ainsi de suite. Comment même la succession doit se faire, comment la parenté à plaisir. C'est comme ça qu'on a organisé la société africaine de sorte qu'on a pu entretenir l'humanité sur une période de 10 000 ans sans crise. C'est ça l'Afrique et c'est ça, on dit la gestion d'une communauté. C'est ça l'Afrique. Mais tous ceux qui dirigent la demande, est-ce qu'ils connaissent la marque? Ils ne connaissent pas la salle du Foucault ou Makoté. Mais c'est des gens qui disent qu'ils veulent diriger une société dont les mentalités sont toujours régies par ce principe de fonctionnement. Tu dois te lever le matin, saluer les gens. Mais regardez, mais si vous appliquez l'autre norme, les gens sont devenus individualistes sur la base de quoi? Du droit gréco-romain, de l'ordre social établi par les sociologues européens. Et tout ça, vous cassez les familles, vous cassez la société. Tout ce que vous pouvez faire, c'est de crise en crise. Et pour finir avec tout ça, c'est pourquoi nous revenons dans le principe basique, à partir de l'AES. Refonder tous nos États, réunifier toute la bande et projeter l'Afrique et faire en sorte que demain, l'ONU ne soit plus dirigée par des voyous. Benyamin Netanyahou, normalement, si on était dans une humanité bien structurée, lui là, doit être arrêté. Mais vous voyez, non? Le gars, il tourne comme il veut. Ouais. Et c'est Poutine qui est devenu l'homme à abattre. Mais celui qui est là, qui finit les enfants à Gaza, on ne parle pas de lui. Alors que l'autre veut protéger son peuple. Vous voyez comment le narratif change en fonction des intérêts. C'est pourquoi nous disons à tous nos officiers, intellectuels, artistes, toutes les différentes couches de la société, il faut qu'on se repositionne à nous. D'accord. Comme ce qu'avait dit Nazi Boni dans Crépuscule des temps anciens. Il faut qu'on se connaisse, savoir d'où nous sortons, avec quelle puissance nous prenons, et éviter le narratif colonial selon lequel, si vos parents étaient forts hier, pourquoi on vous a colonisé? On a colonisé les Chinois. Le Japon a envahi la Chine, l'Angleterre a envahi la Chine, mais les Chinois ont juré que nous savons où nous avons trébuché. Mais nous allons reprendre force en s'appuyant sur les résidus et savant que nos ancêtres nous ont légués pour venir reconquérir le monde. Aujourd'hui, ils sont quelle première puissance du monde, avec les langues chinoises, le mandarin. Il faut parler. Mais aujourd'hui, où nous en sommes, vous ne pouvez pas insulter vos parents hier et penser que vous allez devenir grand dans ce monde. Ce n'est pas possible. Donc, la reconnexion avec la source primordiale de nos parents et de nos valeureux grands-parents qui sont battus pour nous donner les différents territoires que nous avons, c'est capital et c'est fondamental. Et je crois que les militaires qui dirigent aujourd'hui la Guinée-Bissau doivent inscrire ça dans leur agenda. Absolument. Remettre les patriotes guinéens au centre de la vision que la Guinée doit porter. Et ça sera quelque chose de salutaire et ils seront des héros pour l'Afrique. Absolument. Merci donc pour ce premier sujet. On va donc aller sur le deuxième qui va porter sur la nationalisation des sociétés au Burkina Faso. Camarade Nadambega, comment vous faites lecture donc de cette nationalisation?
Ben, pour comprendre effectivement cette nationalisation, peut-être qu'il faut repartir un peu en arrière, parce que il y a eu d'abord 83 à 87 avec Thomas Sankara. Et Thomas Sankara, constatant que l'ensemble effectivement des structures économiques que nous avions étaient des structures économiques nationales, mais avec effectivement un mécanisme de ponction systématique de la métropole d'hier, a décidé qu'il fallait effectivement une forme de restructuration. Mais il n'était pas allé jusqu'à la nationalisation parce que il y avait d'abord les mentalités qui étaient la première matière sur laquelle il fallait travailler, sinon il n'allait pas comprendre, il n'allait pas suivre. Donc, à ce moment, il a parlé seulement de restructuration. Il a parlé également de quoi? De travailler à lutter efficacement contre la corruption, pour améliorer effectivement la productivité et les productions et la productivité de l'ensemble de ces structures économiques pour permettre une plus grande distribution des dividendes, n'est-ce pas? Et dans quelques situations, il a poussé à la création de quelques structures nationales sous orientation populaire, telles que par exemple au niveau des banques, si je veux prendre par exemple l'UREBA, hein, voilà. Mais il n'avait pas été jusqu'à effectivement cela parce que c'était un gros chantier et à l'époque, c'était encore très difficile que la masse comprenne et suive. Le chantier était très grand. Et puis, il est arrivé 88. Après donc Sankara. Et très rapidement, 91, 90, l'appel la boule pour dire il faut que vous démocratisez. Donc le schéma était ouvert. Et l'analyse avec les institutions de Bretton Woods pour dire écoutez, vos 5 ans de révolution là, ça vous a envoyé économiquement en arrière. Les structures économiques ne sont plus économiquement rentables. Il faut effectivement qu'on revoie pour les redynamiser. Et pour les redynamiser, il n'y a rien d'autre que le privé pour effectivement faire ce travail. Donc, il faut privatiser. Alors, ils ont travaillé à créer leur premier partenaire pour le contrôle de la démocratie, pour en faire une démocrature. Ça leur donnait le goût du champagne, des plaisirs mondains, de tout ce qui relève effectivement de l'épicure. Oui. Et leur donner l'opportunité de faire une grande partie de ces sociétés-là les leurs. Et il y a eu une structure de privatisation qui a été installée. Et si vous analysez, vous verrez effectivement que c'est ces mêmes gens, ces nouveaux propriétaires, qui, sans ajouter grand-chose à la productivité de ces unités, sont devenus propriétaires, donc manipulables. Et ça nous a conduit à 3 niveaux de dérive. Le premier niveau de dérive, c'est quoi? C'est que la productivité n'a jamais été améliorée. Tout à fait. Le deuxième niveau, c'est quoi? C'est que nous n'avions plus le contrôle de l'orientation de ces unités. Et le troisième, qui est plus grave, c'est que nous n'avions plus la capacité de réguler. Les textes de régulation se sont extravertis et viennent effectivement de l'extérieur parce que on a dit que c'était une économie maintenant ouverte au marché. D'accord. Voilà. Et c'est après ça qu'on va comprendre pourquoi les nationalisations aujourd'hui. En fait, les nationalisations aujourd'hui visent 3 choses également, mais différentes de ce qui se passait. Premièrement, c'est de se donner la possibilité d'une véritable régulation qui permette d'amener l'économie nationale, les ressources nationales, les producteurs nationaux dans la production. Tout à fait. Ça, c'est un. C'est pas pour rien que vous voyez que dans la plupart, il y a l'actionnariat populaire. Tout à fait. De sorte que les gens sentent d'abord que c'est leur chose. Deuxièmement, c'est faire en sorte que la redistribution
des biens et des services soit effectivement équitable. Parce que les femmes, toutes les couches vulnérables étaient écartées sous le prétexte qu'il fallait effectivement la productivité. Vous allez voir des gens qui pensaient que s'il n'y a pas 2-3 blancs dans une structure, ce n'est pas bien géré. Aujourd'hui, c'est des nationaux qui gèrent effectivement des capitaux nationaux qui sont en train effectivement de faire le miracle de la production effectivement de ce taux de croissance à 5 dans un pays effectivement qui fait en même temps la guerre. Tout à fait. Et la troisième motivation qu'il faut saluer, c'est quoi? C'est l'aspect pédagogique qui passe souvent inaperçu. C'est dire, nous n'avons pas opté pour un développement autocentré, endogène, juste pour effectivement la spéculation, juste pour effectivement faire du populisme. Voilà les résultats. Tout à fait. De sorte à convaincre effectivement la grande masse que nous pouvons oser inventer l'avenir. Absolument. Kamara Traoré, selon vous, quel est l'objectif de tout ça? L'objectif de la nationalisation, c'est être l'artisan de son bonheur. Ouais. Que l'homme burkinabé soit au centre des préoccupations de notre économie nationale. On nationalise, comme il a dit, la nationalisation marque la fin de la privatisation sauvage, livrant toutes nos entreprises, notre économie nationale, à la braderie des puissances dominatrices. On va internationaliser, donc on va tropicaliser l'économie en donnant les forces et les moyens à l'économie, aux détenteurs nationaux, de pouvoir, l'État en particulier. Hier, on disait c'est un capitalisme d'État. L'État se renforce de son autorité et de sa capacité à produire du résultat et convertible à l'immense majorité donc des populations. Donc la nationalisation a pour but donc de remettre l'économie au service du peuple et servir les intérêts du peuple. D'accord. Voilà. Camarade Komtobré, on apprend en tout cas, on apprend beaucoup dans l'économie, la nationalisation. Justement, si on doit vraiment résumer les tenants et les aboutissants, rapidement. Voilà, historiquement, le mot nationalisation, ce n'est pas un truc nouveau. Hein. Les peuples marchent avec ça. Sauf que dans le processus d'évolution du continent africain, on a eu affaire à des gens dont la voracité sur le plan du profit est arrivée à l'extrême. Ouais. Donc, quand le papa parlait du capitalisme sauvage, c'est dû à quoi? Le capitalisme a quelque chose de fondamental qui ne discute pas. Le profit, la maximisation du profit. Et cette maximisation du profit va à un niveau où on nie même l'identité des peuples. C'est là où se trouve le danger. Si vous voyez qu'aujourd'hui, le capitaine Ibrahim Traoré, le président du Faso, a décidé de s'orienter sur la nationalisation, vue de ce principe, a pour élément fondamental de réactualiser et de mettre en marche le génie créatif du peuple burkinabé. C'est ça l'élément capital. Parce que plus, si vous vous amusez et vous vous positionnez sur comment on appelle ça, la privatisation sauvage, vous avez l'impression que vous êtes une société amorphe. Personne ne réfléchit. Vous êtes des consommateurs avides et infinis de tout ce qu'il y a comme produit venant de l'extérieur. Et ça, vous ne produisez pas de l'économie. L'économie marche sur deux pédales, la production et la consommation. Vous produisez quoi? Vous voulez quoi et vous devrez produire quoi pour satisfaire les besoins de vos populations. Et en fonction de ça, vous répertoriez sur tout l'ensemble des territoires vos forces de production. Et pour pouvoir orienter ces forces de production, il faut être capable d'avoir un capital humain de haute intensité de créativité. Et sur la base de ça, vous les mettez en mouvement. Nous sommes un pays consommateur d'habits. Est-ce que nous avons des terres arables pour produire le coton et de transformer ce coton en fil et de fil en habits? Oui. Est-ce qu'on peut mobiliser le peuple sur ça? Oui. Nous, on consomme le riz. Est-ce qu'on a des bas-fonds pour produire le riz, pour satisfaire les besoins en consommation du peuple burkinabé en matière de riz? Oui. Est-ce que le peuple est en bonne santé pour produire le riz? Oui. Est-ce qu'il y a la technicité? Oui. Les ingénieurs sont là, on les mobilise. C'est comme ça. Maintenant, les terrains sur lesquels vous n'avez pas les éléments présents, vous faites le partenariat.
vous pouvez faire venir d'autres entreprises qui, de donner et de recevoir, en gagnant-gagnant, lui aussi gagne, vous aussi vous gagnez. Alors que hier, ce n'était pas ça. Des gens venaient, ils occupaient même toute votre économie et en même temps, ils commencent même à vous dicter le type de comportement que vous devrez avoir dans votre société. Sur quelle base on va venir dire à un Africain qu'il est homosexuel? Sur la base de quoi? Mais ceux qui disent d'être homosexuel, ils s'appuient sur le cas. C'est parce qu'ils s'appuient sur le fait qu'ils ont l'âme des vies des gens. La politique et l'économie marchent ensemble. C'est pourquoi on avait soulevé le sujet de la démocratie. Mais si vous faites les élections et que les gens ne mangent pas, mais ce n'est pas des élections. Puisque l'économie doit donner vie à ce que vous avez fait. Et c'est pourquoi la nationalisation est très capitale. Et la deuxième chose, c'est la capacité d'organisation et de structuration qui fait qu'aujourd'hui, si vous réussissez à ça, vous battez en brèche toutes comment on appelle ça, les propos alarmistes qui ont été développés en faisant croire que l'homme ne peut rien faire. Mais vous voyez les résultats qui sortent petit à petit. Et malgré, en pleine guerre, au niveau économique, le Burkina Faso avance. C'est le résultat de qui? Ça veut dire que le génie était là. Il fallait mettre le génie en mouvement et en confiance. Donc, mettre le génie en mouvement et en confiance, en même temps, vous tuez dans l'esprit des gens le complexe d'inférieur pour les dire, ceux qui sont en face et qui disent qu'ils produisent des grandes entreprises pour envahir vos pays en matière de production, vous aussi, vous pouvez le faire. Aujourd'hui, nous avons lancé Bras Faso. Demain, Bras Faso peut être consommé dans toutes les villes américaines, européennes, asiatiques et arabes. Je pense que l'Arabie Saoudite est rentrée, ils sont avec nous maintenant dans l'alcool. Voilà, ça va être une grande occasion pour les permettre dans le partenariat économique. L'Arabie Saoudite goûte l'alcool du Burkina et nous aussi, à notre tour, nous allons aussi goûter pour eux. Nous sommes en universel, on peut partager ce qu'on a. Donc, ça veut dire que quoi? Mais pour que cette entreprise soit un mastodonte demain, il faut une organisation bien structurée. Vous ne pouvez pas produire la bière sans la matière première qui est le maïs. Pour avoir le maïs, il faut la terre. Donc, vous voyez que c'est toute une chaîne. Et en même temps, les filons, c'est-à-dire la boisson doit mettre sur des bouteilles. Qui fabrique les bouteilles? Le génie du Burkina, est-ce qu'il peut fabriquer? Et maintenant, dans la fabrication du bouteille, on met l'élément culturel. C'est là où on rejoint maintenant Kizerbo. Kizerbo dit que tout ce que nous touchons, c'est culturel. Pourquoi? Est-ce que le Burkina peut faire ses bidons? Pas cette forme. Mais c'est un bidon. Et c'est le Burkina qui doit expliquer pourquoi la forme est comme ça. On intègre l'élément culturel. Et c'est ça le génie des peuples. Et c'est comme ça maintenant, vous pouvez être un acteur dans l'universel. Et je pense que c'est ce schéma-là que le président Ibrahim Traoré a très bien compris. Et c'est pourquoi il veut mobiliser tout le monde à être dans cette lancée. Mais sauf qu'on a des esprits rétrogrades et grabataires qui sont toujours là, braqués toujours dans le comportement moi et ma famille. Ça ne marche pas dans une société. Parce que plus l'État tombe, comme l'avait dit Norbert Zongo, ce grand savant, mais ta famille part où? Il va tomber. Donc, c'est pour dire que nous avons l'obligation de réussir. Et cette réussite, ça va non seulement satisfaire ce qu'on a positionné, c'est-à-dire si le capitaine Ibrahim Traoré te nomme comme directeur d'une société d'État et que tu fasses des résultats, tu es satisfait. C'est-à-dire, tu satisfais le président, toi-même tu es satisfait et le peuple burkinabé te salue de ton héroïsme, le fait que tu as pu répondre présent à un moment historique de l'évolution du Burkina Faso dans un secteur bien déterminé. Et c'est de cette partie-là qui nous intéresse. Et je pense qu'on peut faire du génie. Si le Singapour est devant, si Hong Kong est devant, le Burkina aussi peut être devant. Et nous avons le génie pour ça. Et il faut mobiliser toute cette intelligentsia-là pour accompagner les mouvements, comment on appelle ça, les nationalisations. Sinon, on peut nationaliser et revenir en arrière. Parce que si vous avez des cupides à la tête de cette structure, vous allez même dire que le privé était mieux. Parce qu'il y a des gens qui peuvent venir faire tomber toutes les entreprises et vous êtes toujours à terre. Et c'est ce type d'homme qu'il faut rapidement éradiquer. Par tous les moyens possibles. Et même s'il faut mobiliser des psychologues qui vont chaque fois les faire des cours de psychologie pour doper leur mental. Pour qu'ils se rendent compte que là où ils sont, c'est une position historique et non une position sociale. D'accord. Merci pour ces analyses. On va se retrouver la semaine prochaine pour d'autres sujets, d'autres thématiques sur le continent africain, avec en tout cas l'AES qui se bat pour se donner en tout cas un avenir radieux. On espère que toutes les populations de l'AES vont s'engager dans cette dynamique et que nous puissions donc chanter en chœur avec l'ensemble des dirigeants, l'ensemble donc des populations, en tout cas ce pas géant pour le développement de nos pays. Portez-vous bien.